Michel Topman, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin, de si bon matin, pour commenter l'actualité, cette actualité brûlante qui est bien entendu, même, on va dire, plus de 36 heures après donc la déclaration de Donald Trump focalisée autour de ses propos, de cette reconnaissance par le président américain de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et de ses répercussions. Alors, on parle beaucoup des dangers que renferme cette journée aujourd'hui avec les prières sur le mont du Temple. La question que l'on peut se poser, c'est qui gère, on va dire, la population palestinienne? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plutôt la tendance, on va dire, plus modérée et non violente de Mahmoud Abbas, ou alors plutôt aujourd'hui, et dans le contexte délicat dans lequel on se trouve de réconciliation interpalestinienne, le Hamas? Écoutez, d'abord, je ne peux évidemment pas prévoir ce qui va se passer Oui. aujourd'hui. Ça peut toujours se passer des choses qui dépassent nos connaissances et même notre imagination. Mais si on se réfère aux derniers événements d'il y a quelques mois, l'affaire des portiques sur la mosquée Al-Aqsa, on avait beaucoup parlé à l'époque d'une explosion du monde musulman qui allait s'enflammer, etc. Et on s'est aperçu en réalité que des quelques milliers d'activistes se sont mobilisés, ont cherché à mettre le feu à Jérusalem, mais que la mobilisation chez les Palestiniens n'a pas vraiment pris. Hein. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, devant un événement dont les Palestiniens et puis le monde musulman veut exagérer l'importance, la gravité, puisque c'est un événement symbolique, mais qui ne change pas, qui ne change rien à la condition matérielle et à la vie des Palestiniens, et ni à leur possibilités, ni à leur accès au médecin, ni à rien de concret. Est-ce que la rue palestinienne va s'enflammer massivement, ou est-ce qu'on va assister encore à une mobilisation sporadique, peut-être spectaculaire, violente, mais qui sera limitée à quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'activistes? Donc c'est la question. Alors évidemment, derrière ça, est-ce que ça sera un enjeu dans la réconciliation? Est-ce qu'il va y avoir une course de vitesse vers la violence pour prendre le leadership palestinien? Ça, c'est une question, et franchement, je crois qu'on va attendre des heures qui viennent et des jours qui viennent pour en connaître la réponse. Mais je crois qu'il faut toujours être très prudent. Vous avez dit, dans les médias internationaux, on montre des images, on montre des drapeaux américains qui brûlent, des drapeaux israéliens qui brûlent, donc c'est très spectaculaire, mais derrière, il n'y avait hier que quelques dizaines de personnes. Oui, effectivement. Hier, il n'y avait pas beaucoup il n'y avait pas, on va dire, de soulèvement général et on va dire même national de la part des Palestiniens. Et justement, ça nous amène à essayer de comprendre. On est presque jour pour jour, 30 ans après la première intifada. Et la question que l'on se pose, c'est est-ce que aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, vous avez le sentiment que les Palestiniens veulent vraiment une nouvelle vague de violence, une nouvelle intifada qui ressemblerait soit à la première, qui était la guerre des pierres, soit à la seconde, qui était beaucoup plus meurtrière et beaucoup plus douloureuse pour la population israélienne? Est-ce que vous sentez qu'ils ont la force, même si c'est un sujet aussi, on va dire, consensuel dans la rue palestinienne que Jérusalem? Est-ce que vous sentez qu'ils ont la force et qu'ils ne sont pas peut-être fatigués de tous ces combats? Alors évidemment, la tentation est forte pour les journalistes, pour les observateurs extérieurs, de faire le rapprochement avec le 30e anniversaire de la première intifada. Mais je crois que le monde a changé, et puis la situation des Palestiniens a changé. Il y a 30 ans, on avait une révolte des pierres, une révolte d'enfants, de jeunes, d'adolescents, face à des soldats, mais c'était l'émanation d'un peuple qui était occupé, et dont la situation a beaucoup changé depuis, puisque depuis cette première intifada, et c'était d'ailleurs un des résultats de cette intifada, il y a eu les accords d'Oslo. Et les Palestiniens aujourd'hui n'ont pas encore un État internationalement reconnu, vraiment un État, mais ils ont quand même l'embryon d'un État. Il y a depuis plus de 20 ans une autorité palestinienne, il y a des fonctionnaires palestiniens, il y a des policiers palestiniens, il y a des services de sécurité palestiniens, donc il y a
un embryon de pouvoir étatique, et puis la situation palestinienne s'est améliorée. La situation en Cisjordanie, je ne prends pas de Gaza, mais à Gaza, la dégradation de la situation des Palestiniens n'est pas due à l'occupation, elle est due au départ de l'armée israélienne et au Hamas. Mais en Cisjordanie, la situation des Palestiniens, la situation matérielle a nettement changé. Donc, lorsque les gens ont quelque chose à perdre, lorsqu'ils sont moins désespérés, évidemment, les accès de violence sont, en tout cas spontanés, sont peu probables, ou en tout cas moins violents, moins massifs. Alors, est-ce qu'il y aura un accès de violence organisé? Donc, ce serait plutôt le modèle de la deuxième intifada. Ça serait totalement une rupture avec toute l'histoire et toute la politique et toute la stratégie de l'autorité palestinienne. Ça serait une forme de suicide de la part de l'autorité palestinienne. Je persiste à penser que même si Mahmoud Abbas a besoin de hausser le ton pour des raisons de crédibilité par rapport aux masses palestiniennes et pour faire face à la rivalité avec le Hamas, il n'a aucun intérêt à rompre durablement, réellement avec Israël et à s'aborder l'autorité palestinienne. Quel est l'autre choix qui lui reste? À la fin de sa vie, Mahmoud Abbas n'est pas un aventurier, il va pas, vous voyez ce que je veux dire, il va pas se saborder. Oui. Il y a derrière lui des milliers de gens qui ont un intérêt matériel à ce que ça dure. Et puis, ce qui a été annoncé, ça n'a pas de conséquences concrètes, ni sur la vie de l'autorité palestinienne, ni sur la vie concrète des Palestiniens, ni sur le pouvoir de Mahmoud Abbas. Alors il y a quelque chose de symbolique, évidemment, et là, maintenant, tout est dans les mains des extrémistes. Est-ce que les extrémistes vont avoir la possibilité de déclencher le feu, comme ils le disent, l'enfer? Oui. Alors maintenant, une situation peut déraper, hein, même si les services de sécurité israéliens vont maîtriser la situation, cela peut déraper, il peut y avoir un mort, il peut y avoir des morts, il peut y avoir un embrasement, et c'est toujours évidemment, et c'est pour ça que cette journée est quand même dangereuse. Alors, je voudrais que l'on revienne sur la déclaration de Donald Trump et qu'on essaye d'en parler sous un angle, on va dire, plus diplomatique et plus lié à la communauté internationale, et en particulier à l'Union européenne, aux Européens qui n'ont pas manqué de condamner cette déclaration, de s'y montrer en tout cas, de la critiquer de manière assez véhémente. Ça me fait penser à un discours de Benjamin Netanyahou d'il y a un an dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Il parlait des pays du passé, il parlait des pays de l'avenir, en parlant par exemple de coopération entre Israël et les grandes nations que sont l'Inde, la Chine, le Japon, l'Afrique, etc. Et il disait, on avait le sentiment que l'Europe, le vieux continent, portait bien son nom et qu'il était un peu dépassé par ce qui se passe au Proche-Orient, et qu'il ne mesurait pas véritablement les enjeux et les changements qui sont intervenus. Est-ce que vous avez le sentiment, encore une fois, que les Européens sont à la traîne et qu'ils ne ressentent pas véritablement et comprennent pas véritablement ce qui se passe ici? Ben ça c'est clair, mais ça ce n'est pas nouveau, hein. C'est plutôt c'est une réalité depuis plusieurs décennies et qui s'est amplifiée ces dernières années. Mais là on peut se demander si Donald Trump n'a pas fait un faux pas. Alors ce qui est curieux et paradoxal, c'est que Donald Trump a dit quelque chose qui me semble et qui nous semble à nous tous très bien, logique, très juste, très logique, hein. Oui. Comme si on disait que Paris, la capitale de la France, que la Tour Eiffel est à Paris. Bon, ce sont des choses qui paraissent logiques. Simplement, il l'a présenté, il l'a dit de telle manière qu'il a déclenché. Alors, vu l'état d'incompréhension, parce qu'il y a un état d'incompréhension de ce qu'est Israël, des liens historiques d'Israël avec du peuple juif avec la terre d'Israël, de la centralité de Jérusalem, disons l'absence de pédagogie, hein, de Donald Trump, et vu l'absence d'emballage de cette déclaration, il a quand même rejeté, disons, ceux qui seraient hésitants, ceux qui sont, disons, sans opinion, je dirais les Européens, il les a rejetés du côté de ceux qui sont les adversaires les plus farouches d'Israël. Alors, on a des déclarations tout à fait excessives, comme la représentante de l'Union européenne qui a parlé des heures sombres de notre histoire, etc. Alors que aujourd'hui, les heures sombres du Moyen-Orient se vivent en Syrie. Oui, c'est en Syrie qu'il y a eu 330 000 morts. C'est pas en Israël. La déclaration de Macron a été plus mesurée. Et je pense que la déclaration de Macron est peut-être plus juste, c'est qu'évidemment, il y a sur le plan diplomatique quelque chose dans la déclaration et dans le moment
et dans la manière dont elle est présentée de Trump qui est assez incompréhensible, c'est-à-dire pourquoi dire ça aujourd'hui maintenant et pourquoi ne dire que ça et pourquoi dire que Jérusalem que les Américains vont déplacer leur ambassade, pas maintenant, mais dans quelques années, etc. Donc une décision qui n'a aucune concrétisation. Et pourquoi ne pas dire quelque chose de plus global sur le processus de paix? Et c'est ça qui est, alors que c'est ça qu'on attend aussi. Et donc là, il y a quelque chose d'incompréhensible. Est-ce qu'il y aura une deuxième phase, un deuxième mouvement de Trump dans quelques semaines qui complétera ce premier mouvement? Et dans ce cas-là, on dira vraiment quel génie ce Trump, il a vraiment, Oui. bon, il nous a bien eu. Ou est-ce que c'est une maladresse qui serait révélatrice de l'isolement des États-Unis, de la faiblesse des États-Unis, qui aujourd'hui, faute de pouvoir peser vraiment sur le sort du monde, je parle de la Corée du Nord et du Moyen-Orient, je parle de l'Iran, sont aujourd'hui réduits à sa gesticulation. Je le rappelle quand même, ce qui est quand même très inquiétant, c'est que les États-Unis ne font rien aujourd'hui pour endiguer l'avancée des Iraniens en Syrie et qui se rapproche aujourd'hui à quelques dizaines de kilomètres d'Israël, qui est quand même peut-être le sujet le plus brûlant. Alors que, voilà. Alors que je voudrais que lorsque je vous ai posé cette question, c'était beaucoup par rapport au statut qu'a Jérusalem on va dire dans l'Europe, dans les pays européens, et on a le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que les Européens sont restés, on va dire, au 29 novembre 47 à une internationalisation de Jérusalem, que dans la culture chrétienne européenne, eh bien, on ne peut pas confier à Jérusalem, aux Juifs, au peuple juif ou à l'État d'Israël une souveraineté sur Jérusalem, et qu'il faut rester donc dans le plan de partage de la résolution 181 du Conseil de sécurité, et donc une internationalisation de Jérusalem. Est-ce que vous avez le sentiment que les Européens ont progressé depuis 1947 ? J'ai l'impression que les Européens, ils sont assez schizophrènes, c'est-à-dire que les dirigeants européens, quand ils viennent en Israël, ils vont à Jérusalem. La France, par exemple, elle améliore les relations bilatérales avec Israël. Les relations avec les Israéliens sont bien plus importantes que celles qui existent avec les Palestiniens. Quand on va voir les Palestiniens, c'est pour leur apporter de l'aide. Quand on va voir Israël, c'est pour signer des contrats high-tech. Donc, c'est pas du tout le même type de relation. Et puis, en même temps, lorsqu'on pose la question de Jérusalem, il y a une espèce de surmoi qui surgit comme ça, de l'inconscient qui revient, et où effectivement il y a quelque part une forme de négation des liens du peuple juif avec son histoire et avec la terre d'Israël. Mais là, je crois, alors là, ça nous ramène quand même à la résolution de l'UNESCO, qui est passée quand même comme une lettre à la poste. Alors on avait dit c'est une maladresse, et ceci, c'est une incompréhension. C'est pas une maladresse. Mais il y a quand même une déclaration qui a été signée par y compris qui a été voté, après qui a été se sont abstenus, la France, d'autres pays sont abstenus, mais l'immense majorité des pays européens ont voté le fait que la vieille ville de Jérusalem n'était pas juive. Et là, je crois que là, il y a peut-être qu'il faudrait aujourd'hui pour nommer une commission internationale de théologiens, d'historiens, d'archéologues qui soit dévolue au processus de paix israélo-palestinien, parce que je pense que quand on commence à gratter, là on arrive, quand on va au fond, à une incompréhension, une méconnaissance, et puis évidemment des sentiments anti-juifs qui sont anciens, mais qui sont enfouis, qui ne s'expriment pas comme tels, mais une négation du lien du peuple juif avec la terre d'Israël. Et je vais vous dire, là je viens de voir un document d'un mouvement chrétien pro-palestinien qui rose Palestine, qui est épouvantable, c'est-à-dire qui fait aujourd'hui à propos de Noël, donc aujourd'hui à quelques semaines de Noël, qui revient sur la monstrueuse déclaration Balfour et qui décrit le sort, qui se penche sur le sort catastrophique des chrétiens, non pas en Syrie, mais en Palestine, en Israël. Bon, et où le problème, ce n'est pas les gens qui sont préoccupés par le partage de Jérusalem entre capitale d'un État juif, d'un État palestinien, ou par la fin de l'occupation des territoires et l'existence de l'État, mais qui au fond sont préoccupés par le fait qu'il y a un État juif. C'est ça. Mais ce n'est pas non plus, mais c'est pas non plus le sentiment de tout le monde. Non, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que là, il faut aussi aller au fond du débat. Et c'est vrai aussi, on le voit quand même
le fond, quand on parle des territoires, c'est-à-dire que l'immense majorité des Européens et de bonne foi sont convaincus, arrivent à une lecture de l'histoire qui fait que 67 a submergé 47 et 48, et que finalement, le problème, c'est qu'il y a un pays, Israël, qui aurait occupé un autre pays, Oui. la Palestine, et il faudrait qu'il se retire, comme s'il s'agissait d'un conflit classique Oui. entre deux pays voisins, et que si on cessait de l'occupation de ces pays voisins, eh bien, il y aurait la paix non seulement en Israël, Palestine, mais dans tout le Proche-Orient. Donc je crois que là, il y a vraiment une lecture historique qui est biaisée, et peut-être qu'il faut travailler là-dessus aussi. Il faut peut-être expliquer, il faut pas, vous voyez, je veux dire, il faut pas non plus Oui. considérer que tout ça relève de la haine du juif, de l'antisémitisme, ça relève de vieux préjugés, de méconnaissances historiques, voilà, et sur lesquels se greffent après des politiques et des habitudes et des traditions. Eh bien, Michel Taubman, merci beaucoup de nous avoir commenté donc votre appréciation, votre approche de cette déclaration de Donald Trump, cette déclaration du président américain reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Shalom. Voilà, il est 8h26 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause. On se retrouve avec Eliana dans quelques secondes.